Troisième primitive de synchronisation introduite en Java 5, il s'agit du sémaphore. Le sémaphore est une classe, et pour créer un sémaphore, j'ai juste besoin de faire new sémaphore. Et je vais passer à la création de ce sémaphore un entier, ici 5, qui est en fait un nombre, ce 5, c'est un nombre de permis. En fait, un sémaphore, ça correspond exactement à un lock. Ça marche exactement comme un lock. Un lock, ça autorise un thread dans un bloc de code particulier qui est gardé par ce lock. Le sémaphore, lui, va autoriser 5 threads dans ce bloc de code, étant donné que je l'ai construit sur 5 permis. Donc, si je regarde le pattern d'utilisation, try, sémaphore, point, try, acquire, je vais demander un permis à ce sémaphore. Ici, j'ai mon bloc de code qui est gardé par ce sémaphore. Et à la fin, un bloc finally avec sémaphore.release. Voilà la façon dont fonctionne un sémaphore. J'ai en plus un certain nombre de méthodes qui me permettent de demander au sémaphore combien de permis il a disponible, combien de threads sont présents dans la liste d'attente sur l'acquisition d'un permis, etc. Et puis j'ai également la possibilité de demander un permis avec un timeout et avec ce genre de choses. Un sémaphore, c'est utile quand on veut garder un bloc de code, en l'occurrence celui-là, et que l'on veut imposer un nombre maximal de threads qui puissent exécuter ce bloc de code. Ça, c'est intéressant, et historiquement, c'était pour ça que les sémaphores avaient été créés il y a de nombreuses années. C'est intéressant quand on garde en fait des ressources physiques, telles que des canaux de communication particuliers ou des disques particuliers, et qu'on veut limiter le nombre de threads par canal.